Bien le bonsoir, voici les titres de cette édition. Allouer des fonds communs aux magistrats sur la base d'amendes prononcées par le juge pose un problème d'éthique. Réaction du Forum civil à ce sujet justement. Rappeler la décision de l'Union des magistrats d'attaquer la décision de l'État d'abroger le décret portant sur les fonds en question. Controverse autour d'un présumé meurtre à la cité avion de Ouakam. Une femme de 50 ans qui aurait été victime d'un coup de pilon. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar sous les contre-coups de la série de grèves du syndicat autonome des enseignants du supérieur. Le réaménagement de l'année académique prive les étudiants de vacances. Il s'agit là de leur dénonciation. Le Sénégal remporte 2 des 7 distinctions du 5e festival du film francophone d'Angoulême. La pirogue de Moussa Touré embarque le prix du public et celui de la mise en scène. Une dizaine de films étaient en compétition. Bonsoir à tous. Allouer des fonds communs aux magistrats sur la base d'amendes prononcées par le juge pose un problème d'éthique. C'est une question morale soulevée par le Forum civil. L'Union des magistrats du Sénégal a décidé d'attaquer la décision de l'État d'abroger le décret portant sur les fonds en question. Ababakar Kamara et Chérif Dia, compte rendu. L'Union des magistrats du Sénégal, presque seule contre tous dans le différend l'opposant au gouvernement qui a abrogé le décret portant sur le fonds commun. Un fonds alimenté sur la base des amendes prononcées par les juges. Selon le Forum civil, cette revendication heurte la morale et sape l'éthique dans cette corporation. Si on se rappelle le contexte à partir duquel ce fonds a été mis en place en décembre 2011, à quelques mois des élections, nous avions nous-mêmes dénoncé cela comme étant tout simplement un acte de malgouvernance de la part du régime qui était là, de la même façon que ce régime avait pris les dispositions pour augmenter les salaires de certains magistrats. Dans un pays pauvre comme le Sénégal, le Forum civil invite les magistrats à mettre de côté ces revendications pécuniaires et se pencher sur les défis qui interpellent le secteur de la justice. Des magistrats ont même dit leur gêne par rapport effectivement à ce fonds qui a été instauré en décembre 2011. Parce qu'effectivement, il y a un problème d'éthique qui se pose à ce niveau. Et je pense qu'ils devraient prendre en charge effectivement les questions d'éthique également dans l'exercice de leurs fonctions. Surtout qu'on attend beaucoup de magistrats parce qu'il a un prestige, il est une référence par rapport même aux jeunes générations et autres. Donc, il devrait poser les questions d'éthique. Les fonds communs sont institués chez les régies financières depuis 1937. À partir de 1992, les fonctionnaires exerçant dans les greffes et parquets en bénéficient également. Pour plus d'équité, l'État est invité à mettre fin à ces traitements de faveur. On a quand même constaté un certain nombre d'inégalités, d'iniquités dans le traitement de différents types de fonctionnaires qui pourtant soit ont les mêmes niveaux de diplôme ou bien sont d'une même hiérarchie. Selon le secteur déterminé, il y a eu des traitements de faveur. Et ce qui justifie d'ailleurs la crise dans les secteurs sociaux que nous avons eus et qui ont gangréné et bloqué ce pays pendant longtemps, notamment dans le secteur de l'éducation nationale, parce que les enseignants se sont sentis lésés par rapport au traitement qu'ils ont, donc en se comparant effectivement aux magistrats, par exemple, qui bénéficient d'indemnités d'adjudicature, etc. Les financières qui étaient instaurées sur des principes connus quand même. Si le décret de Abdoulaye Wade était appliqué, le Sénégal serait devenu le seul pays au monde où les magistrats gagnent des fonds communs sur la base d'amendes prononcées par les juges. Ce qui, aux yeux de l'opinion, créerait une insécurité judiciaire dans ce pays. Chérif Dia, les agents des impôts et domaines remettent leur mouvement de grève à plus tard, une démarche citoyenne pour permettre au gouvernement de se pencher sur l'une des priorités de l'heure, c'est-à-dire une solution à la question des inondations. Écoutez à ce propos le secrétaire général avec Mariem Biramaba. Nous avons décidé de reporter la grève qui devait se tenir les 3, 4 et 5. On l'a reporté au 15 octobre. C'est juste un report qui est basé sur un certain nombre de raisons. Nonobstant l'absence de négociations sérieuses, nous avons décidé, eu égard au contexte des inondations,
de ne pas en rajouter. Parce qu'aujourd'hui, une grève des impôts a des conséquences très très importantes, des conséquences en tout cas au sens du budget qui ne sont pas souhaitables. Alors nous avons décidé de prendre en compte ce contexte-là des inondations et rester tout à fait responsables. Une note plus triste autour de cette controverse à la cité Avion de Ouakam. La victime est une femme. Il s'agit là d'un présumé meurtre dans cette cité. Donc une femme âgée d'une 50aine d'années, elle aurait succombé à un coup de pilon au cours d'une bagarre qui a posé le voisinage. Les faits se sont déroulés la nuit de ce week-end. C'est un sujet de Ibou Cissé et Louise Sarr. C'est une banale histoire de disjoncteur qui a coûté la vie à une femme de 50 ans du nom de Monique Malou. À Ouakam, dans la cité Avion, l'ambiance est triste. Les membres de sa famille, proches et alliés se sont présentés sur les lieux du drame pour présenter leurs condoléances. L'atmosphère est insoutenable dans la maison. Les circonstances de sa mort sont atroces. Selon certains témoignages, elle a été tuée à la suite d'un coup de pilon asséné par le jeune couple de mariés. Il y avait une coupure de courant. Le voisin est rentré dans la chambre de ma mère pour allumer le disjoncteur en la piétinant sans même se retourner. Par la suite, la femme du voisin est aussi entrée dans la chambre de ma mère et c'est là que la dispute a commencé. Il paraît que le voisin avait un pilon et sa femme un bâton. Vous savez, quand vous habitez ensemble, ces genres de choses sont inévitables. Mais je n'ai jamais connu la dame avec des histoires. Sinon, juste une fois. C'était une histoire de vaisselle. Nous revenons comme ça de la gendarmerie. Ma cousine qui intervenait lors de cette dispute s'est retrouvée avec des blessures sur la tête et un doigt cassé. D'autres indiscrétions nous apprennent que la victime Monique Malou a voulu défendre sa fille qui se battait avec les voisins. Elle est intervenue avec un pilon pour frapper ses protagonistes. En voulant se défendre, les présumés meurtriers ont arraché de la main de feu Monique Malou le pilon et celle-ci se retrouvait par terre. La bataille s'est poursuivie, laissant la victime toujours sur le sol. C'est après une intervention pour mettre fin à cette dispute que tout le monde s'est rendu compte qu'elle ne bougeait plus. Et c'était trop tard pour appeler les secours. Elle a été évacuée à l'hôpital Aristide Le Dantec pour les besoins de l'autopsie. En attendant, le couple de jeunes mariés qui sont les présumés meurtriers, la fille de la défunte sont à la gendarmerie de Ouakam en garde à vue. Monique Malou, la victime, a laissé derrière elle 5 enfants. Ces derniers réclament la lumière sur cette affaire. Louise Sarr, l'autopsie devrait donc dissiper ces doutes autour de ce crime, donc ce meurtre présumé à la cité Avion de Ouakam. La frayeur de la rue 24 angle 33 à la Médina, c'est un immeuble qui s'effondre alors qu'il a été récemment réfectionné. Les occupants du coup sont pris de court. Et Abdoulaye Diallo. Le feuilleton sur les effondrements des immeubles à Dakar est loin de connaître son épilogue. De nombreuses bâtisses de la capitale sont dans un état de délabrement très avancé, à l'image de cet immeuble situé à la rue 24, angle 33 de la Médina. Tous ses occupants ont été délogés. Notre maison est sur le point de s'effondrer. Les policiers sont intervenus pour nous faire sortir et voilà que je me retrouve dans la rue. Mes bagages, mes enfants et moi sommes devenus des sans-abri. Je n'ai aucun sou pour trouver une autre chambre à louer. C'est pourquoi nous demandons de l'aide. Un voisin de ces victimes affectées par le phénomène témoigne. Cet immeuble date de longtemps. Il y a 4 ans de cela, le même immeuble s'était partiellement effondré, causant 4 blessés dont une dame. Les autorités municipales étaient venues faire le constat. Ce qui nous étonne, nous, c'est comment ces individus ont pu faire pour reloger dans cet immeuble. Les locataires qui ont leur maison affaissée ou menacée d'effondrement rencontrent d'énormes difficultés, parmi lesquelles l'on peut citer le déménagement, le relogement et la sécurisation de leurs biens qui demeurent un problème entier.
Université Cheikh Anta Diop de Dakar, la série de grèves des enseignants de l'année dernière éclabousse les étudiants et les prive du coup de vacances. Ce mouvement est à l'origine du réaménagement de l'année académique. Situation inconfortable pour ces étudiants. Ibou Cissé, Cheikh Abdou Khadre Mbacké Seck. Année particulière, des mesures particulières. Traditionnellement vide pendant le mois de septembre, le campus social abonde de monde en cette période. Pour cause, le calendrier universitaire a été réaménagé suite à la grève des professeurs qui ont secoué l'année scolaire. Les conditions sont difficiles et ne permettent pas d'apprendre correctement. C'est une situation très difficile, d'autant plus que, vous savez, pendant les vacances et l'hivernage, c'est très difficile d'évoluer pendant cette période, parce que vous savez, l'hivernage il fait très chaud et les pluies aussi. C'est pas des bonnes conditions de révision. Avec la saison des pluies, un peu partout nous avons des nids de poules, nous avons des immondices, des tas d'ordures. Donc cela ne fait que la prolifération des moustiques et du paludisme. À la faculté des sciences juridiques et politiques, les amphithéâtres sont vides. Les raisons, les professeurs sont en grève après les violences des amicales notées ces derniers jours. Certains étudiants craignent pour leur sécurité, pour le bon déroulement de leurs examens. Les examens sont menacés parce qu'on a vu des étudiants amener des machettes. Il y avait une centaine de machettes, des décharges électriques et des matraques. Donc nous ne sommes pas en sécurité pour faire des examens. C'est ça le problème. Face à ces conditions jugées difficiles, les étudiants accusent le SAES d'être responsable de cette situation. Cette situation émane d'abord des professeurs. Ils sont 100%, ils sont responsables de cette situation. C'est les professeurs qui sont partis en grève pendant 5 mois. Aucune amicale cette année n'a fait une grève. Personne n'a fait une grève du côté des étudiants. Pour se libérer du stress durant ces moments de révision, les étudiants ont organisé des navetanes entre les différents pavillons du campus social. Cheikh Abdou Khadre Mbacké Seck, stagiaire. La CMU, couverture maladie universelle, au cœur d'un panel à l'initiative de Taxawu Thiès. L'association a réfléchi avec des professionnels de la santé autour du modèle adéquat pour le Sénégal. Fatima Ba, Diafaraba. 80% des Sénégalais ne bénéficient pas de couverture médicale. La volonté affichée du gouvernement d'entamer la politique de couverture médicale universelle a été saluée par les professionnels de la santé. Un programme fiable selon eux. Il y a des mutuelles qui ont émergé depuis longtemps dans le pays. Seulement jusqu'à présent, ces mutuelles-là n'ont pas eu l'assistance qu'il fallait pour pouvoir jouer le rôle qu'ils jouent dans d'autres pays. Alors, je crois que c'est cela qui est en train de changer actuellement, avec la priorité, la haute priorité qui a été portée à la couverture maladie par les nouvelles autorités politiques. Maintenant, il faudra que l'on cherche une voie pour voir comment on pourrait combiner les capacités de l'État en matière de financement et les initiatives mutualistes pour étendre la couverture. La solidarité, le partage des valeurs qui peuvent faciliter la réussite de la couverture médicale universelle. Il faut que le système de financement qui va supporter, qui va être le noyau dur de la couverture maladie universelle, soit bâti sur des valeurs qui sont partagées par les citoyens. Je crois que là, les autorités religieuses et les autorités politiques ont beaucoup de travail à faire. Dans la sensibilisation de la population, dans la persuasion de la population sur l'importance de ces valeurs, pour faire comprendre aux populations que ceci est un système où celui qui est bien portant doit prendre en charge celui qui est malade. Des personnalités politiques jugent également de la pertinence de ce programme ambitieux pour le Sénégal. On nous a donné des exemples, le Rwanda, le Ghana, l'Éthiopie. Ça veut dire que ce n'est pas la France, les États-Unis. On nous a donné des exemples de chez nous. Des gens qui sont venus d'ailleurs chez nous voir ce qu'on avait essayé de faire, qu'on n'a pas su faire, mais qui sont allés faire mieux chez eux. La volonté politique affichée par le président de la République nous permet de dire, nous osons dire aujourd'hui que la machine est en marche. Et nous comptons multiplier ces actions-là. L'initiative de l'association Taxawu Thiès appréciée à sa juste valeur. Son objectif, améliorer l'accessibilité financière aux soins de santé et la protection des populations.
Lutte contre le VIH-Sida, l'Alliance nationale contre la maladie renforce les capacités de ces différents réseaux à travers le Sénégal. Des efforts sont notés dans cette lutte. En revanche, des poches de résistance sont relevées dans certaines zones du pays. Ibou Cissé, Birama Saounera. Il s'agit pour l'Alliance nationale contre le sida ANCS, à travers cet atelier, de mieux outiller les réseaux intervenants dans la lutte contre le VIH-Sida. Une manière de permettre à ces structures d'être plus utiles sur le terrain. Il y a des réseaux qui existent dans la réponse à l'épidémie, mais ces réseaux ne jouent pas pleinement leur rôle. Et pour leur permettre en tout cas de répondre positivement aux attentes des populations, l'ANCS a organisé un atelier de renforcement de capacité sur le réseautage, mais également sur le développement du partenariat. Au Sénégal, le taux de prévalence du VIH-Sida est de 0,7% au niveau national. Cependant, dans certaines localités du pays, la situation est toujours inquiétante. Et ce taux cache mal les disparités qui existent au sein de la population. Vous prenez les régions du Sud telles que la région de Ziguinchor, la région de Kolda, de Sédhiou, c'est des zones où le taux de prévalence avoisine 2%. Et c'est pratiquement des taux qui sont les taux des pays frontaliers. La stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec cette pandémie restent des défis majeurs à relever au Sénégal. L'ANCS et ses partenaires mettent l'accent sur la sensibilisation des populations. Beaucoup d'initiatives ont été développées pour en tout cas faire face à cette situation de stigmatisation et de discrimination. Mais malheureusement, jusqu'à présent, cette situation persiste. Persiste parce que tout simplement peut-être les stratégies que nous développons ne sont pas les meilleures pour adresser la question. Je pense bien que quel que soit le choix de la personne, on doit se battre pour que ces personnes puissent accéder à l'information, que ces personnes puissent accéder à des services de santé qui sont des services de santé adéquats. L'Alliance nationale contre le sida entame une réflexion pour la mise en place d'une plateforme. Objectif, mieux apporter de réponses aux questions liées à cette pandémie en vue de son éradication. Un mot de politique avec le comité directeur du Parti démocratique sénégalais qui regrette ce qu'il appelle l'amateurisme du gouvernement d'Abdoul Mbaye. Aux yeux de ses membres, la suppression du Sénat relève d'un manque de vision. Oumar Sarr et ses camarades estiment par ailleurs que cette décision de Macky Sall est purement politique. Les libéraux qui étaient en conférence de presse cet après-midi, écoutez. C'est-à-dire que c'est la situation d'avant 2005. Au temps du régime du socialiste, il n'y avait rien qui était fait pour les inondations. Et c'est ce rien-là qu'ils ont continué après qu'ils soient arrivés au pouvoir. C'est comme le Premier ministre a dû le dire à un moment donné, que c'est la faute des populations. Elles sont allées loger dans les bas-fonds. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de programme fait, de programme d'urgence continué, réalisé. Sur la suppression du Sénat, nous avons déjà donné notre point de vue. Nous pensons que c'est une opération purement politicienne. À part l'année qui était une année électorale, toutes les autres années, le budget du Sénat était de 4 milliards. Donc c'est pas quand même... donc vraiment, c'est à la limite fantaisiste de proposer, de dire que la suppression du Sénat va permettre de régler les problèmes des inondations. Bunkiling, un coup de filet nocturne de la gendarmerie, 80 kilos de chanvre indien saisis le week-end. La drogue était chargée sur des vélos, 4 exactement, dont 3 qui ont réussi à semer les gendarmes. Thierno Laurent Mendy, Bakary Conté. Cette fois-ci, la brigade de gendarmerie mixte de Bunkiling a saisi 82 kg de chanvre indien. Les 4 Maliens étaient à bord de 4 vélos en provenance de la zone Sindian dans la région de Ziguinchor. À cause de l'obscurité, 3 trafiquants se sont échappés, laissant derrière eux leurs produits. Le 4e a été arrêté. 2h35 suite à une information, on a attendu une embuscade à 4 Maliens qui venaient de se ravitailler au niveau de Bignona. Ils étaient à bord de 4 vélos. Les 2 guetteurs se sont avancés et se sont introduits dans notre dispositif. Suite à cela, aidés par les gendarmes auxiliaires, on a pu maîtriser l'un d'eux. Au vu de cela, les 3 autres ont pu s'échapper. Rappelons qu'il existe un grand réseau de trafic qui relie les régions de Ziguinchor, Kolda et de Sédhiou, mais aussi un réseau de trafic international qui quitte la Guinée-Bissau en passant par le Sénégal, la Gambie jusqu'au Mali.
suite à la première saisie du 13 août 2012 portant sur 50 kg de chanvre indien, des investigations ont été menées qui ont fait suite qu'il s'agissait d'un trafic international de chanvre indien. Maboutou Boiré, âgé de 30 ans, a avoué aux gendarmes que le kilogramme de chanvre indien est actuellement à 45 000 francs CFA. Il ajoute qu'il y a aussi pénurie de chanvre indien au Sénégal. La page des sports dans un instant. Bonsoir. Bonsoir Khalifa et bonsoir à tous. Nous ouvrons cette page sportive avec de la lutte pour parler de la prolongation, en tout cas du maintien de la mission du CNG, malgré les différends qui ont un peu entouré l'activité pendant la semaine. Ceci à l'issue donc d'une rencontre entre le ministre des Sports et le patron du CNG qui par ailleurs a annoncé des réformes qui seront décidé incessamment. Voici le compte-rendu présenté par Saher Insa. Le CNG va poursuivre sa mission jusqu'en 2014, malgré le différend qu'il a opposé au comité de gestion de lutte à certains promoteurs. Le président du CNG l'a fait savoir à l'issue de la rencontre des membres du CNG avec le ministre des Sports ce matin. Nous sommes délégataires de pouvoir et que nous avons compte à rendre seulement au ministre des Sports. Et ça a été la raison pour laquelle nous étions ici aujourd'hui. Nous avons, comme d'habitude, remis les rapports au ministre. Nous avons échangé et le ministre nous a renouvelé la confiance de l'État, ce qui fait que le mandat du comité national continue son cours jusqu'en 2014. Ces acteurs de la lutte, avec l'appui du ministre des Sports, entendent à travers des réformes redynamiser la lutte sur toutes ses formes. Depuis quelques années, nous n'avons cessé d'insister et de tirer la sonnette d'alarme, surtout par rapport à cette violence. Ce dialogue, nous allons le continuer avec toutes les composantes de la lutte comme nous l'avons toujours fait, mais nous ne pourrons démarrer une saison sans pour autant pouvoir insister sur cette gangrène qui est en train de prendre tout le corps, de l'extirper pour que notre sport national, qui est la lutte, sous toutes ses formes. Un autre défi à relever est, avant l'ouverture de la saison de lutte, convaincre les promoteurs dissidents à reconnaître l'autorité du CNG. La question donc a été tranchée. Le CNG va poursuivre sa mission, comme vous l'avez entendu, jusqu'en 2014. Je rappelle que certaines voix s'étaient élevées pour demander purement et simplement le départ de l'équipe qui compose cette structure qui s'occupe des questions de lutte chez nous. Nous parlons de football avec la perspective de 2013. Il s'agit de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal sur le chemin d'Abidjan pour croiser les éléphants pour la manche allée de leur double confrontation. Un premier galop d'entraînement a eu lieu aujourd'hui à Dakar-Sacré-Cœur. 9 lions étaient présents à l'appel sous la direction de Joseph Koto. Nous reviendrons très largement sur cette première sortie des Lions du Sénégal dans justement cette perspective de la CAN de 2013. Et puis nous revenons pour parler d'un triomphe, celui du Casa Sport qui signe dans son palmarès le premier sacre en champion du Sénégal. C'était aux dépens de l'équipe de Djambar, score 1-0. Une victoire donc qui a été dédiée à Jules François Bokandé. Voici le compte-rendu que nous proposons de suivre. Le Casa Sport n'a pas tergiversé dans ce match. Amené par un virevoltant Aliou Koli, les Casamancés n'ont pas mis longtemps pour doucher les ardeurs du public de Saly. Sur exécution d'un coup franc aux abords de la surface, Ousmane Mané se trouve au profit d'Abdoulaye Diallo qui ouvre le score à la 19e minute. Gambar tente de réagir mais le réalisme n'est pas au rendez-vous. Le score reste inchangé à la mi-temps.
On s'est dit, dans ce genre de situation, l'équipe qui doit faire le jeu, l'équipe qui est déjà à l'aise, va dormir sur ses lauriers et va traîner. Et tu sais, en Wolof, on dit que Sodago dañ lay raw, Sodago dañ lay raw, Sodago daanu ba ñu raw la. Donc Jambar est venu jël bal bi daagu ñun ñu accélérer am leen ba pare tapat tëj kër gi. Voilà, c'était difficile pour eux. En deuxième période, Djamba retrouve plus de couleurs avec l'entrée de Slim Dao, mais ne concrétise toujours pas. Au contraire, c'est le Casa qui manque le break. L'expulsion de Seynou Thioune, quelques minutes après, rend la mission plus difficile pour les Djambars. Inexpérience, sans doute. C'est des jeunes qui n'ont pas l'habitude de jouer des grandes finales comme celle-là. Ils vont apprendre justement de cette finale. Ils vont grandir. Le Casa Sport est plus habitué que nous. Elle a été sur le podium pendant 4 ans. Elle a gagné 2 coupes. Et donc aujourd'hui, elle est sacrée championne. Voilà, cette expérience a été effectivement la petite différence qu'il y a eu aujourd'hui entre les deux équipes. Et c'est parce que justement la finale et l'enjeu de la finale a tétanisé les jeunes que le Casa Sport a pu effectivement en profiter pour gagner. Mais félicitations au Casa Sport. Pour le Casa, c'est la fin d'une longue attente. Le club de Ziguinchor est champion du Sénégal pour la première fois de son histoire. Un titre dédié à Jules-François Bocandé. On était venu en challenger, il fallait renverser la vapeur et on l'a fait. Et si on l'a fait, c'est parce que chez nous au Casa, la sensation du match à l'extérieur, ce qu'on appelle dans le jargon le feeling of a match, est très développé. À l'extérieur, on est à l'aise. Sentiment de fierté d'être le premier capitaine, de remporter le titre du championnat. Franchement, je suis ému. J'arrive même pas à retrouver mes mots. Je suis ému quoi, franchement. Notre père, Jules-François Bocandé, franchement, on va ramener cette coupe jusqu'à son tombeau. Nous convions tout le monde à la fête. Elle a commencé, mais c'est la grandiose à Ziguinchor. Grandiose. Le Casa se voit ainsi récompensé pour la 3e année consécutive pour son jeu offensif et aussi pour son public fidèle. Reste maintenant à aller à la conquête de l'Afrique. Et puis le championnat dans sa version féminine, c'est le sacre des sirènes de Grand Yoff aux dépens des filles de la Médina. Score donc à la suite des tirs au but. Après un nul d'un but partout à la fin du temps réglementaire. Tout de suite, je vous propose d'écouter les réactions des entraîneurs des deux formations. C'est notre 3e titre d'affilée. On les a gagnés 2 fois. C'est la 3e fois. On savait que ça allait être très serré. Ouais. Et on s'est préparé en conséquence parce qu'on a pu entrer en regroupement fermé pour bien préparer la finale. Parce que les Aigles de la Médina sont une équipe vraiment très bien organisée, qui ont du mérite parce qu'ils ont fait un parcours sans faute. Je ne vais pas dire que nous avons manqué d'expérience. Ce qui m'a plu dans ce match est que les deux équipes ont respecté la règle du fair play et ont livré un bon match. Et à la fin, le meilleur a été l'équipe adverse. Peut-être à l'avenir, nous serons les meilleurs. Je vais juste secouer mes joueuses et rebooster leur morale pour la prochaine fois. Ça, ce n'est rien. Elles vont apprendre de cette défaite. Ceci met un terme à ce journal des sports. Toutefois, il faudrait peut-être annoncer à l'intention de nos téléspectateurs qu'un magazine des sports leur sera proposé juste après, qui reviendra sur la préparation de cette équipe du Sénégal avec les images donc sur la route d'Abidjan pour cette manche allée donc de la double confrontation entre le Sénégal et justement la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup Papis Diao. On espère, on croise les doigts pour qu'il soit dans ce sillage du réalisateur sénégalais Moussa Touré, dont le film La Pirogue a embarqué les 2 prix du 5e festival d'Angoulême. 10 films étaient en compétition. Il s'agit du festival des films africains. Moussa Touré remporte donc le prix de la mise en scène et celui du public. Ce film La Pirogue qui traite justement de l'immigration clandestine qui avait été sélectionné au festival de Cannes. C'est au sujet de Ibou Diouf. Le prix est attribué à La Pirogue de Moussa Touré. Et Moussa Touré est avec nous, Moussa. En hommage au cinéma sénégalais, une bouffée d'oxygène, une motivation de plus pour le 7e art national qui traverse des moments difficiles. Moussa Touré, avec son film La Pirogue, présenté au festival du film francophone d'Angoulême, remporte 2 prix, le prix du public et de la mise en scène. Je dédie ce prix
à cette jeunesse dont la moitié ou bon nombre est parti en mer, a disparu. Et à cette autre partie qui a de l'espoir aujourd'hui. Voilà, et merci. Initié depuis 2008, le Festival du film francophone d'Angoulême, ce rendez-vous est reconnu comme le 3e du genre au monde, après ceux de Namur en Belgique et du Québec. La loi de la mise en scène est attribuée à Moussa Touré pour la Pigalle. Mon esprit va vers mon pays. Mon esprit va vers l'Afrique, va vers cette jeunesse africaine, en fait, qui a 52% de jeunes de moins de 20 ans. Le hasard faisant bien les choses, la fête du cinéma francophone à Angoulême et pas ricochet du cinéma sénégalais s'est terminée avec la consécration de l'œuvre de Moussa Touré, une des valeurs sûres du cinéma africain. Merci Ibou Diouf. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir, excellente soirée.